merci à vous tous, merci à la TAO. Et je suis content de retrouver la ville de Toulouse. Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de collaborer avec des archéologues de Toulouse ou avoir affaire avec le musée Saint-Raymond, ou l'université de Toulouse-Mirail, etc. Donc la ville ne m'est pas inconnue, mais bon, le sujet très facile que Marc Alboui m'a invité à exposer, c'est un voyage en Orient. Vous imaginez, c'est tout à fait facile, surtout sur le plan chronologique. Alors bon, on va essayer quand même de démarrer de Toulouse. Ça, c'est une vue de Toulouse médiévale. Elle avait été faite pour la revue Le Point. Donc vous reconnaîtrez la ville, puisque le patrimoine médiéval est encore tellement riche à Toulouse que vous reconnaîtrez facilement les monuments principaux de cette vue. Alors, comment faire un voyage en Orient à travers les siècles? Parce qu'on ne peut pas avoir d'unité chronologique, on va tout faire au même moment. Mais on est en Orient. Alors, on va prendre un tapis volant, un tapis d'Orient, joli, volant, pour se déplacer à travers les siècles et facilement à travers les âges, en descendant ou en remontant le temps. Malheureusement, je ne suis pas pilote de ce tapis volant. Il y a un petit djinn malicieux, facétieux, c'est lui qui pilote. Et moi, je suis obligé de me laisser faire. Alors, bon, on va le suivre, puisque là, je ne suis plus maître du jeu, c'est lui. Donc, on va quitter l'époque médiévale et faire ses voyages en images. Bon, ça, c'est la trame de Toulouse-Tolosa, Toulouse à l'époque romaine. On va la découvrir de plus près. Alors, ça, c'est plus intéressant, parce que voilà ce qu'on aurait vu. Voilà ce qui était au centre de la place actuelle du Capitole, les vestiges de la porte d'entrée nord de Tolosa. Ça, on peut le restituer grâce aux travaux donc, des archéologues de Toulouse, donc Jean-Marie Paillet, Christian Darle, qui ont publié un livre, Toulouse à travers les siècles, mais aussi des articles scientifiques, où ils expliquent de près à quoi pouvait ressembler cette porte. Et bon, on a tous les indices. Il y a peu de mystère, au fond. On évoque une nécropole qui s'étendait devant la porte. Après, on prendrait le Cardo Maximus pour aller jusqu'à un grand temple qui est là, dont effectivement quelques vestiges aussi ont été reconnus. Il y a une maquette au musée Saint-Raymond de ce temple. S'appelait-il Capitole? On n'en sait rien. Pour qu'il s'appelle Capitole, il faudrait qu'il soit dédié à Jupiter, Junon, Minerve. Bon, mais à Toulouse, on aime bien ce mot, qui signifie autre chose, bien entendu. Le mot Capitole, qui a donné son nom à la place, n'a rien à voir avec Jupiter, Junon et Minerve, comme vous le savez. Mais bon, ça sera la vue qu'on va offrir à monsieur le maire tout à l'heure, parce que c'est au fond ce qui est sous ses yeux. Quand il est dans la municipalité, il regarde, voilà, ce qui correspondrait au centre de la place du Capitole. Et c'est à peu près la seule chose qu'on puisse faire de Tolosa, parce que le reste est trop mal connu pour le faire. Parce que ces vues-là, elles sont liées à la recherche scientifique. On les appelle les restitutions. En fait, ce sont des modèles théoriques. C'est-à-dire le chercheur prend tout ce qui est connu et l'utilise. Il essaie de rassembler les morceaux épars quand il y en a. Et quand il n'y a plus rien, il faut bien qu'il propose. Qu'il propose par hypothèse de compléter l'image. Et c'est quand même une réflexion. On ne peut pas proposer n'importe quoi. On propose quelque chose de crédible. Voilà, donc ça s'appelle par facilité restitution parce que le mot est court. Mais il est équivoque parce que ça ne veut pas dire « je vous rends tout ce qu'on aurait vu à l'endroit » parce que je ne peux pas tout prouver. Donc je vous donne ce qui a le plus de chances d'être vrai et on ne peut rien faire de mieux. Alors voilà ce genre d'image. J'ai dû en faire beaucoup, évidemment, sur pas mal de sites qui nous permettront de faire ce voyage. Alors une vue de plus près de cette porte, puisque c'est ce qu'il y a de mieux connu. Et puis ensuite, hop, hop, le tapis volant va démarrer. Alors on survole la Via Aquitania pour arriver à Narbomarcius, Narbonne, la capitale de l'immense Narbonnaise qu'elle est des Alpes aux Pyrénées, dont Toulouse était le grand centre donc, ouest de cette immense Narbonnaise, avec, comme vous le savez, les volques, le tectossage, etc. Il y avait donc cette présence à restituer donc, de cette capitale pour laquelle on n'avait pas d'image. On l'a fait ça pour le musée, le fameux musée Narbovia, qui est ouvert maintenant à Narbonne. On a essayé de redonner une image donc, de cette capitale de Narbonnaise, qui n'est pas la plus grande ville, ni mais beaucoup plus grande que Narbonne. Ben, ça arrive parfois qu'une ville soit plus grande que la capitale. Bon, on voit au centre donc le grand temple, dit lui aussi Capitole sans garantie. Il y en a une petite ici, c'est qu'il y a un aigle qui a été trouvé quand même. L'aigle, c'est lié à Jupiter. Bon,
ça incite à quand même l'admettre comme capitole. Sinon, il n'y a que des quartiers de maisons qui ont été fouillés à Narbonne. Et voilà. Alors, lien avec l'Orient, il y en avait un. Tous les ports avaient un temple d'Isis ou des temples d'Isis. Et dans le quartier du Clos de la Lombarde, qui est par ici, les maisons de Narbonne, on a une inscription à Isis. Donc voilà, premier lien avec l'Égypte. Dans notre parcours, évidemment, comme c'est le sujet, on va toujours évoquer ce qui peut avoir et qui a eu un rapport avec l'Orient. Eh bien, bon, on admire un Capitole, frère jumeau de celui de Toulouse, même aspect, même dimension, de grands temples absolument prestigieux qui sont dignes du temple de Marsultor à Rome, des temples augustéens, donc très, très puissants, qui manifestaient la présence de Rome avant tout, la présence symbolique, et surtout la présence du nouveau régime, le régime impérial, qui s'installait et qui voulait donc qu'on le voit et qu'on le reconnaisse comme la règle du jeu de l'Empire romain, la règle à laquelle on ne pouvait pas déroger. Alors, le tapis volant nous emmène, moi je suis le petit Jean là qui pilote. Pourquoi il m'amène à Nîmes, Némosus? Alors, on est dans l'Augustéum, donc le lieu de célébration du culte impérial au premier chef, qui comme par hasard est implanté au centre le plus sacré de la ville, autour de la source sacrée ici, qu'on voit toujours dans le jardin de la Fontaine à Nîmes, dédié au dieu Namosus, qui est bien honoré bien avant l'époque romaine. Donc c'est un haut lieu. Évidemment, installer l'Augustéum là, c'est formidable, ça se justifie. Alors quand on fait ce genre de plaisanterie, les archéologues vont dire non, tu rigoles, hein, il n'y a jamais eu de crocodile dans ce bassin. Alors quelle est l'idée là? L'idée, c'est que les pièces de monnaie de Nîmes romaines comportent un palmier et un crocodile. Elles sont liées à Agrippa, à la victoire historique d'Agrippa, parce que c'est lui qui a remporté la victoire attribuée à Auguste. Bon, ça c'est normal, c'est la règle du jeu. La fameuse bataille d'Actium, au cours de laquelle a été vaincue la flotte égyptienne, donc Cléopâtre VII et Marc-Antoine. Et c'est un basculement, c'est là où ça bascule vers l'Occident, cet empire romain divisé par une guerre civile, avec Marc-Antoine beaucoup plus puissant que le petit gringalet là, d'Octavien. Il aurait pu basculer vers l'Orient, après tout. Sauf que, voilà, ça a basculé autrement. Et cette bataille-là, c'est un tournant. 31 avant Jésus-Christ. Donc c'est pour ça qu'il y a cette plaisanterie qui consistait à mettre des crocodiles vers le bassin. Alors aller vers l'Orient, on continue à suivre, là, cette fois-ci, la Via Domitia, en avant, on la suit, puis on la quitte, et puis on passe à Arrelaté. Pourquoi on va à Arles, Arrelaté? C'est pour trouver un bateau qui, cette fois-ci, va nous embarquer vers la mer, parce que Arrelaté était relié à la mer par un canal qui traversait la Provence. Voilà, on serait trouvé dans le golfe de Fos, et donc capable d'aller vers Massilia. À l'époque romaine, elle s'appelle Massilia et non plus Massalia. Lien avec l'Orient, ou un certain Orient. C'était une ville avec une culture, une ville hellénisée, avec des intellectuels qui pratiquaient le grec, etc. Elle avait un certain prestige, d'abord de par son origine, hein. Massalia est toujours une activité culturelle, mais malheureusement pour elle, elle a pris parti contre César dans la première guerre civile, et évidemment César l'a assiégée, l'a vaincu et lui a arraché son rôle économique et fauché tout son territoire, qui était une grande partie de la Provence actuelle. Voilà, donc Marseille est réduit à rien, mais ça restait un port duquel on pourrait bien trouver un bateau pour s'embarquer vers l'Orient. Alors, allons-y, hein, on a trouvé un bateau et on part en gros vers l'Orient, évidemment vers l'Italie. Alors là, on est à l'époque romaine, disons 1er et 2e siècle. Si on arrivait en Italie, on va aller vers cette frange-là qui comprend Ostie. Ah, voilà, Ostie ici, donc. Portus ici, les grands ports, avec celui de Claude, celui de Trajan, etc. Puis on pourrait remonter le Tibre, là, jusqu'à Rome. Voilà l'infrastructure portuaire que l'on trouverait. Et pourquoi on va aller à Rome? Parce qu'à Rome, on va retrouver l'Égypte, d'une certaine manière. Voilà le grand Sérapéum de Rome, immense temple, dont il reste presque peu de choses aujourd'hui, mais qu'on peut restituer très bien parce qu'Andrea Palladio, un célèbre architecte dans la Renaissance, l'avait relevé. Il l'avait relevé et même restitué. C'est un des premiers à faire des restitutions
Palladio. Donc, avec ce qu'il nous a légué, on peut évoquer ce grand temple. Quel lien avec l'Égypte? La Sérapis, c'est un temple, un dieu, pardon, qu'avaient créé les Ptolémées, donc les successeurs d'Alexandre, pour combiner un dieu grec qui ressemble vaguement à Jupiter, avec un modus de blé sur la tête, et associé, c'est une forme de Osiris Apis, sa parade c'est Isis, etc. Et ça montre la présence importante, très importante, des cultes orientaux à Rome. Alors il y a bien sûr des temples d'Isis, l'Isis du champ de Mars et d'autres, des obélisques nombreux dans la ville de Rome dès l'époque romaine, et puis aussi une autre religion très importante, celle de Mitra, amenée par l'armée romaine. C'est-à-dire qu'il y avait une présence de religion orientale importante, et pour Isis, des confréries actives qui faisaient que l'Égypte était présente dans cette ville. Alors ça, c'est important, voilà le mausolée d'Auguste, lui on le connaît bien. Or, Auguste avait vu le tombeau d'Alexandre, Suétone nous le dit, il nous donne malheureusement quelques lignes. Il a vu, il a admiré, il s'est plus ou moins recueilli, mais malheureusement, il ne nous l'a pas décrit. Seulement, il a fait son propre mausolée. Et notre ami Mounir Bouchnaki connaît bien le Médrassen, il connaît bien le tombeau royal de Mauritanie, qui était appelé tombeau de la Chrétienne à côté d'Alger. C'est-à-dire des tombeaux de rois hellénistiques qui vivaient à l'école d'Alexandrie avec des... Quand on voit les objets de Juba, enfin toute cette production, c'est extraordinairement hellénistique, on voit bien. Hein. Puis la femme de Juba, c'était Cléopâtre Sélénée, la fille de la grande Cléopâtre. Bon, ben, ces deux monuments sont circulaires, El Médrassen et le dit tombeau de la chrétienne. Donc on a une chance d'imaginer ce tombeau d'Alexandre sous cette forme. Alors si on va vers l'Orient, il faut voir, si on lit Maurice Sartre, les grands savants qui ont écrit sur le sujet, Maurice Sartre a écrit l'Orient romain, Paul Venn a pris l'Empire gréco-romain. Parce qu'il faut voir qu'à partir du moment où on tire un trait, donc du golfe de Sirte en Libye tout droit, vers le nord, tout ce qui est à main droite, le latin ne prédomine pas. On a essentiellement le grec et subsistance de beaucoup de langues. Il y aura l'arabien en Syrie, mais il y aura beaucoup d'autres langues dans l'ensemble de l'Empire romain, donc il faut le voir quand même multiforme. Et puis, comme on arrive en Grèce, on va s'arrêter sur la capitale du temps, c'est-à-dire Corinthe. Voilà, alors on voit le port de Corinthe, là on se serait arrêté, puis après, bon, on peut visiter les différents édifices de Corinthe avant de nous rembarquer vers l'Orient, parce que ici, on voit l'isthme de Corinthe, très petit, mais malheureusement, Néron a abandonné le creusement du canal qu'il avait commencé. Alors, il n'y a pas le choix, donc il faut donc repartir et contourner tout le Péloponnèse pour aller vers l'Orient. Alors, le Péloponnèse, c'était beaucoup de risques de tempêtes et de naufrages, hein, doublant le cap Malais, le cap est en bas du Péloponnèse, mais tant pis, il n'y avait pas le choix, il faut qu'on le fasse. Mais le petit génie, là, avec son tapis volant, là, va nous permettre de faire tout ça. Alors on s'arrête à Olympie, quand même, hein, on ne peut pas rater Olympie. Bon, on essaie de voir ce que... Ah, pardon, je suis mal habile avec... Voilà le temple de Zeus, ici. Et en face, l'atelier de Phidias. Or là, quand j'ai eu souvenir d'une des merveilles du monde, il y a 7 merveilles, comme vous savez, symboliques. 7 merveilles est un monument symbolique. Sur les 7 merveilles du monde, parmi les 7, il y a celle-ci. La statue de Zeus, chryséléphantine, c'est-à-dire d'or et d'ivoire, que Phidias avait dressée à l'intérieur même du temple de Zeus et qu'on peut restituer, imaginer quoi, sous cette forme, parce qu'on en a des descriptions quand même précises. Bien, puis on contourne le Péloponnèse en avant et on va arriver de l'autre côté, dans le golfe de Saronique. On va encore trouver allusion à l'Égypte, parce que si on assiste à la cérémonie d'ouverture de la mer, il faut voir que la mer, à l'époque romaine, est fermée en hiver. Donc de novembre à mars-avril, là, on ne navigue pas, c'est l'interdiction de naviguer. Quand on va pouvoir naviguer à nouveau, il y a une cérémonie qui nous la raconte, un Africain, Apulé dans l'Andorre ou les Métamorphoses, nous décrit ça, nous décrit ce qui se produit à la fin, la procession d'Isis, avec un sacrifice à la mer, un bateau qui est sacrifié à la mer, avec des rites, bien entendu, pour qu'elle protège. Parce que Isis, à l'époque romaine, c'est la protectrice de la navigation.
Alors évidemment, c'était encore une présence de l'Égypte importante qu'on trouvait à nouveau sur notre route, dans un port qui s'appelle Cancré. Et puis avec ça, puisqu'on est tout près, on va aller jusqu'à Athènes. Voilà, on arrive au Pirée, qui est là. Puis on peut faire un petit tour à Athènes, où on trouvera aussi des allusions à l'Égypte, mais surtout un moyen, là, cette fois-ci, de s'embarquer. Bon, allons-y. On passerait devant les arsenaux du Pirée. Alors là, c'est ce qu'on appelle les navalias, c'est-à-dire des hangars à bateaux dans lesquels on les protège, on les répare, voire on les construit. Voilà à quoi ça pouvait ressembler. Mais on les regarde au passage, parce que nous, on est sur un bateau de commerce. Que fait ce bateau? Il va aller chercher le blé d'Égypte, il s'occupe de l'Annone, le service de l'Annone, le ravitaillement en blé de Rome. Donc il y a un armateur qui a eu un contrat, qui va donc faire ses affaires plus loin en Orient. Alors il pourrait s'arrêter à Délos, parce que Délos était un peu la banque, enfin, un relais où il pouvait traiter ses affaires, ou je ne sais pas, emprunter de l'argent, ou en placer, je ne sais trop quoi. Il nous aurait amené un petit peu à Délos. Alors donc, souvenir là. Souvenir parce que ce colosse de Rhodes qu'on voit ici, il a vécu très peu. Hein. Un tremblement de terre a fait qu'il s'est effondré, il a vécu très peu de temps, mais il est resté célèbre dans les mémoires, comptant lui aussi parmi les 7 merveilles du monde. Donc Rhodes, c'est un souvenir. Quand le djinn m'a amené son tapis volant par là et tout, j'ai fait appel à des souvenirs, mais on ne voyait plus rien déjà depuis longtemps. Et puis il m'amène à Halicarnasse. Halicarnasse, à nouveau une merveille du monde, là, je l'ai sous les yeux, c'est le fameux grand tombeau dit mausolée, c'est-à-dire le tombeau du roi Mosol, qui a donné son nom à ce type de monument. On en connaît la base, on peut arriver à peu près à restituer son aspect. C'est Bodrum aujourd'hui, ça, en Turquie, hein, ce port, Halicarnasse. Donc c'est un port, on le voit ici, et on imagine, bien sûr, les ouvriers en train de le terminer, de le décorer. Il faut voir que tous ces monuments étaient peints. Il y avait de très belles statues, bien entendu, des peintures murales. Donc on imagine les ouvriers en train de faire ce travail de finition qu'on amorce parce qu'on serait incapable de restituer entièrement les couleurs puisqu'on n'a pas assez d'informations. Donc on montre le travail à ses débuts. C'est une manière d'exprimer, de restituer l'ambiance d'un chantier. Ah, évidemment, Éphèse, capitale de l'Asie mineure. C'est là qu'il fallait s'arrêter un petit moment. Donc on voit qu'Éphèse était un port. Aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, on ne voit même plus la mer. Alors qu'il y avait un grand port ici, avec le forum donc supérieur ici, le théâtre, etc. Et si on tournait vers la droite, on arriverait à ce qu'il y a de plus intéressant à voir, c'est-à-dire le temple de Diane. À nouveau, l'une des merveilles du monde. Plusieurs fois reconstruit, donc le voilà dans un état évidemment merveilleux, son état, disons, de splendeur. Et il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. Une colonne vaguement remontée, et puis tout est extrêmement décevant à voir. Donc on se remémore quand même ce à quoi pouvait ressembler ce temple merveilleux. Mais il ne faut pas imaginer Diane Chasseresse qui est avec son arc, ce svelte... non. Là, on a affaire à la Diane orientale, cette Diane-là. Alors on voit, elle a une tiare décorée. La poitrine, c'est selon les archéologues, soit des testicules, symbole de fertilité, soit de taureaux, je veux dire des testicules de taureaux, soit des seins multiples. Il y a plusieurs hypothèses. Et puis vous voyez cette robe extrêmement lourde, sûrement brodée avec des tas de gris-gris, etc. Donc on n'est pas du tout dans l'ambiance de la Diane Chasseresse, on est en Orient. Et c'est un culte très important en Orient qui était là depuis bien longtemps. Puisque c'est l'Empire romain qui avance, évidemment, il assimile. Ça ne le dérange pas de trouver des choses qui le précèdent, il les assimile sans aucun problème. Alors on continue, ça c'est un site bien connu aussi en Turquie, qui s'appelait Hiérapolis de Phrygie. Magnifique site avec une nécropole extraordinaire, un forum immense, des thermes. Ceux qui ont visité la Turquie vont reconnaître, ça s'appelle Pamukkale aujourd'hui. Pamukkale, c'est réputé pour les sources pétrifiantes que l'on voit ici, et déjà dans l'Antiquité, donc ces termes ne sont pas installés n'importe où, ils sont là. Là, c'était fait avec l'université de Lecce en Italie, le professeur D'Andria. Et puis alors, puisqu'on va vers l'Orient, il faut bien arriver en Syrie.
comme on n'a pas le temps de tout voir, il faut quand même aller dans la capitale de la Syrie cette fois-ci, qui était Antioche. Pensons à Antioche aujourd'hui, cette ville, pour une fois de plus, parce que son histoire est jonchée, balisée de tremblements de terre terribles. Elle est à nouveau pratiquement anéantie par un terrible tremblement de terre récent. Et bon. Alors là, on a essayé de la restituer au temps de sa splendeur sur l'Oronte. Donc la ville sur l'Oronte, on serait arrivé donc par l'Oronte jusqu'à cette capitale, la Syrie. Ben là aussi, si notre rapport avec l'Orient, il faut quand même réfléchir. Si elle n'est plus en Syrie, ben c'est les Français qui l'ont détachée de la Syrie. Et puis maintenant, tout un tas de problèmes qu'on peut avoir sont liés à ces découpages. L'histoire a produit et qui est une source de problèmes continuels. L'Orient, ben c'est ça, l'Orient a toujours été la proie, jusqu'à aujourd'hui, de puissances qui essayent de le dominer, qui essayent d'exploiter les ressources, qui essayent de mettre la zizanie. Et voilà, ben c'est une des composantes. J'entends le Proche-Orient. Il est à la jonction de plaques tectoniques et tout le monde jusqu'à aujourd'hui fait en sorte que ce qu'on appelle l'Orient compliqué, De Gaulle avait employé ce mot, est de plus en plus compliqué et on le complique autant que possible à plaisir et tout le monde s'y met. Alors voilà, ça aussi, il faut réfléchir à ce genre de situation. On serait allé à Beyrouth, Berytus, sur le forum. Bon, les recherches nous permettent de savoir à quoi ressemblait le forum de Berytus. Bon, ben, très bien. Puis on continue notre tourisme et on ne peut pas ne pas passer à Baalbek pour les plus grands temples romains qui puissent exister, avec le temple ici de Jupiter, le temple de Bacchus. On serait allé faire un petit détour. Le tapis volant, c'est commode parce qu'il vole, il survole tout, il montre tout un petit peu en vue aérienne, qui permet de comprendre l'ensemble de ce qui est représenté. André était impressionné donc, par ce site du Liban. Bon, puis comme c'est la nonne, l'armateur, lui, il veut aller faire ses affaires, donc il va passer par ici. Alors là, on est en Judée. Là, c'est du travail du roi Hérode, à qui on assimile son nom, c'est le massacre des innocents, c'est un type épouvantable, il a assassiné, il a mangé ses enfants comme Saturne, etc. Oui, mais c'est aussi un très grand bâtisseur, parce qu'il arrive, c'est à peu près l'époque augustéenne, la Judée avait subi un tremblement de terre considérable, et elle était pratiquement ruinée en entière, les édifices démolis. Donc Hérode reconstruit. Donc il trouve bien sûr des architectes, enfin, tous les techniciens, et surtout il voulait faire un grand port qui permette à son royaume de commercer, et il n'a pas oublié de s'enrichir évidemment, qui va être Césarée. Alors Hérode n'oublie jamais de qui il tient son pouvoir, ni qui le lui garantit, c'est-à-dire les Romains. Quand il fait cette nouvelle capitale portuaire, à la mode hellénistique, comme vous voyez, avec des rues angle droit, il l'appelle Césarée, comme par hasard, en l'honneur d'Auguste. Bon, et là, il peut vivre à la manière hellénistique un peu, parce que pauvre Hérode, il n'est pas vraiment juif 100%. Sa mère ne l'est pas vraiment. C'est embêtant. Donc, il cherche à se faire bien voir, avec une œuvre édilitaire considérable. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vit à la mode hellénistique, mais il ne représente pas la figure humaine. Il fait ce qu'il faut pour ne pas défriser les grands prêtres. Il joue. Il joue habilement. C'est une personne machiavélique très habile, politique, et bon, qui a réussi à jouer un rôle considérable à son époque. Parce que les Romains avaient intérêt à ça. Quand l'Empire romain s'étend, il n'est pas en mesure d'administrer tout l'Orient. Alors il laisse subsister des royaumes fantoches qui l'arrangent très bien en Orient, qui vont vivre un certain temps, puis qu'ils seront assez sûrs de leur coup, hop, ils vont les annexer, point final, et ça sera terminé. Donc Hérode, il est connu. Sur le port de Césarée, on voyait se dresser le temple majeur, c'est un temple de Rome et d'Auguste, comme par hasard, qu'on voit, qui est la chose qu'on ne peut pas ne pas voir comme monument principal du port. Il construit un palais, dit palais maritime, sur un promontoire. On voit bien un peu l'ambiance de ce palais, lié au stade ici, stade et hippodrome à la fois, et puis un théâtre. On voit bien qu'on est tout à fait dans le monde hellénistique, avec tous les organes qu'il faut pour vivre de cette manière. Alors des palais 3 fois de suite, il a construit dans l'oasis de Jéricho,
dont ce grand palais, le troisième du genre, vous voyez, le luxe. Hérode vit dans le luxe, hein, il ne se refuse rien, il a les moyens, et voilà, il y va. Alors ici, Samarie. Samarie, à nouveau, un grand temple de Rome sur le forum. C'est grandiose, hein, il y va, il avait dû quand même, avec ses mines et son port, gagner énormément d'argent, parce que non seulement il construit beaucoup chez lui, mais il fait le mécène d'ailleurs. Il dédie des monuments, il paye des monuments à droite, à gauche, et voilà, on dirait que ses ressources sont inépuisables. Et puis son tombeau. Alors très modestement, il construit son tombeau, l'Hérodion, qui est une colline artificielle énorme ici, avec un palais formidable au pied. Et son tombeau reste à découvrir, parce que ce qui est ici, ce petit greffon, n'est évidemment pas le tombeau d'Hérode majeur, c'est quelqu'un de ses successeurs qui est venu greffer ça. Le grand, lui, qui pourrait exister, qui probablement existe, reste à découvrir sous ce monticule extraordinaire. Alors bon, on ne sait pas où, un beau jour, peut-être qu'on mettra la main dessus, ça ne devrait pas être triste, parce qu'il était assez riche, l'ami Hérode. Donc, si jamais le tombeau n'a pas été pillé, voilà, ça fait fantasmer les archéologues. Alors évidemment, la capitale, c'est Jérusalem, la capitale historique, qui reste la capitale. Comme on est après le tremblement de terre, il reconstruit tout ce secteur-là avec des rues angle droit, la mode hellénistique, avec un beau palais ici, et des tours auxquelles il donne les noms de membres de sa famille. Alors Jérusalem, évidemment, l'importance qu'il va construire aussi, lui, c'est le temple ici, avec la forteresse Antonia, avec ici, donc, si on voulait voir où est le Golgotha, il est là. Alors Jérusalem, vous le savez, la ville, elle est importante pour... Alors vous savez que c'est un lieu, c'est très important pour l'Orient. C'est un lieu majeur pour la religion juive, bien entendu, puisque le temple, successeur du temple de Salomon, rebâti par Hérode, c'est le troisième du nom, était là. C'est important pour les chrétiens, puisque voilà, le Golgotha, donc le parcours du Christ, le lieu du jugement devant Ponce Pilate et tout ça qui se déroulait ici. Et c'est important pour les musulmans, parce que voilà qu'ici va apparaître le dôme du Rocher, la mosquée d'Omar, magnifique monument avec sa coupole dorée. Mahomet serait monté au ciel depuis là. Donc il faut voir, c'est un lieu majeur pour les trois religions du livre. Donc c'est une donnée importante pour cette ville de Jérusalem. Important site d'Orient, bien entendu, pour ce rôle d'une ville 3 fois sacrée sur 3 plans, par 3 religions majeures. Alors, l'œuvre d'Hérode, voilà, c'est le temple. Alors ça, il n'en reste rien, mais comment peut-on le restituer? Parce que, pardon, l'image, excusez-moi, comment peut-on le restituer? C'est qu'un auteur juif qui a beaucoup flirté avec les Romains, il a essayé de s'en sortir, parce qu'il faut voir que si on lit Maurice Sartre, les 3 guerres de Judée sont féroces, c'est vraiment d'une férocité absolument incroyable. Et donc certains, comme Flavius Joseph, ils ont essayé de tirer leur épingle du jeu. L'intérêt, c'est qu'il a écrit 2 livres majeurs, donc Antiquité de Judée et la guerre des Juifs, mais quand il décrit le temple, il y a tout ce qu'il faut pour le restituer. Il le décrit tellement précisément, avec tellement de détails, y compris les dimensions, on a tout. On a tout pour redonner l'image de ce qu'il était. Alors bien sûr, le temple lui-même, avec ses 3 parties, le sanctuaire là, un sanctuaire, il n'y a plus la barque d'Alliance depuis longtemps. Le sanctuaire était vide, derrière un voile. Il est vide, ça veut dire qu'il n'est pas vide. C'est du vide à la chinoise, hein, le vide qui n'est pas vide. L'Alliance, elle est là, elle est mystérieuse. Comment rendre compte, hein? Qui va décrire Dieu, même pour les musulmans, hein, c'est difficile. Donc là, pareil, c'est un grand mystère. Donc le sanctuaire, c'est un grand mystère. Personne n'y met les pieds. Le seul qui peut y rentrer, c'est le grand prêtre, une fois l'an. Tous les autres prêtres restent en avant du sanctuaire. Et là, il y a les offrandes, donc l'autel des holocaustes, etc., etc. Tous ceux qui ne sont pas juifs ne peuvent pas déplacer cette barrière-là. On les appelle les gentils. Je ne sais pas s'ils sont vraiment gentils, c'est leur nom, tout simplement. Ceux qui vont rester à l'extérieur. Et sinon, voilà, ici, c'est accessible aux fidèles, mais voilà la formule du temple d'Hérode. Alors aujourd'hui, il en subsiste quelque chose d'important, c'est le mur des lamentations,
qui est le soubassement, une partie du soubassement du temple d'Hérode. Alors le pauvre Hérode, lui, il ne serait jamais rentré dedans, jamais il aurait pu y rentrer. Il l'a fait construire pour se faire bien voir, comme on l'a vu, et puis en même temps, ce temple, eh bien, il est inachevé à sa mort. Donc vous savez, bon, il sera construit et tout ça, puis détruit par une des guerres de Judée, puisque Titus, Vespasien puis Titus vont tout détruire et emmener tous les trésors à Rome, comme on le voit sur la rue de Titus. Ça va aider à financer le Colisée de Rome et d'autres choses, mais enfin, il va être complètement éliminé à cette période-là. Alors ça va intéresser Marc Albouy et beaucoup d'entre vous, ça s'appelle Qumran. Qumran, c'est le couvent des Esséniens. Je l'avais fait pour le père Humbert, pour un livre chez Gallimard, là. Donc les Esséniens, donc c'est toute une histoire liée au manuscrit de la mer Morte, tout ce qui peut préfigurer au fond, hein, le Christ, les liens qu'il peut y avoir entre tout ça, donc c'est très intéressant, très important. Bon, leur couvent, quand je l'ai vu, il m'inspirait plutôt rien. Après, j'avais fait de grands progrès dans la démarche de la restitution, et bon, voilà à quoi il pouvait ressembler. Voilà comment on peut en redonner l'idée. Donc c'est relativement modeste, hein, c'est pas très nombreux là-dedans, et c'est un petit couvent, quoi, tout simplement. Important dans l'histoire, mais pas important sur le plan architectural. Alors le petit Jean, il dit « Oh, le temps presse, il faut qu'on aille plus loin. » Alors on va aller plus loin, survoler avec le tapis volant, on va arriver là au-dessus de ça. Ça s'appelait le Tadmor, autrement dit Palmyra. Alors c'est la fameuse ville de Palmyre, c'est Christiane Delplace, une collègue qui travaille à Palmyre, qui a fait un livre pour lequel on a fait une vue de la cité. Alors, on voit qu'elle est particulière, les maisons sont à terrasse, avec une cour. Alors là, on voit tous les grands monuments, les grandes rues à colonnes, le temple de Baal Shamin, le temple de Bel ici, et autres. Et puis, donc, cette idée d'une grande ville. On pense à la reine Zénobie, la fameuse reine de Palmyre, qui a failli se tailler un gros morceau de l'Empire romain, qui a même rêvé de devenir peut-être impératrice. Donc là, on est au IIIe siècle après Jésus-Christ. Palmyre jouait un peu le rôle de défenseur des marges de l'Empire. On a vu qu'en face, il y avait les Perses. Alors, ils garantissaient plus ou moins ce secteur-là, mais surtout s'enrichissaient dans le commerce caravanier entre le golfe Persique et puis le reste du monde romain et la Méditerranée. Donc là, beaucoup d'enrichissement de cette ville lié à ce commerce-là. Alors on voit bien qu'on est en Orient, parce que si on regarde le temple de Bel, ça ne ressemble pas à un temple gréco-romain pile poil. Il y a une certaine ressemblance, mais on voit ces créneaux-là sont différents, donc on voit qu'il y a un mélange, hein, et que l'architecture romaine aussi, selon les lieux où elle s'installe, elle ne balaye pas les cultures anciennes, elle essaye de jouer avec. Alors celui-là, il a été volatilisé. Les événements récents, donc Daesh l'a fait sauter, il est pulvérisé, il n'en reste plus grand-chose, alors qu'il était pratiquement intact. On trouve à nouveau le patrimoine, souvent victime à tout moment d'agression de l'histoire. Pareil pour celui-là, le temple de Baal Shamin, très esquinté aussi, à la même occasion. Alors c'est un lieu stratégique, Palmyre, bien entendu. Donc, à l'époque de Dioclétien, on a installé un camp très bien connu par l'archéologie. Voilà le camp de Dioclétien qui donc protège la ville, qui permet d'installer une garnison et de défendre la position stratégique. Bon, puis comme l'armateur, là, il a envie de faire ses affaires, il nous pousse jusqu'à Alexandrie. Alors, Alexandrie, c'est la deuxième ville du monde romain. Elle est plus capitale, bien entendu, de l'Égypte, puisque maintenant on est dans l'Empire romain, les Ptolémées, c'est terminé. Quand Auguste a été devant le tombeau d'Alexandre, il était émerveillé, dit Suétone. On lui dit, vous voulez voir le tombeau des Ptolémées? Il répond, non, je suis venu voir un roi et non des morts. Évidemment, il annexe l'Égypte après pour en faire son domaine particulier, et donc c'est fini, c'est l'époque romaine. Donc la ville garde dans ses grandes lignes le même aspect, avec des rues à angle droit, et quelques monuments se rajoutent. Mais bien entendu, le monument symbolique le plus connu, le plus célèbre, comment ça se fait qu'il m'échappe? Non, il n'y est pas, bon, tant pis. Alors on va le voir. Non, je voulais vous parler du phare, mais je vois qu'il est...
j'ai oublié de le mettre. Bon, on va le voir, on va se contenter de le voir ici. Voilà, à l'entrée du port. Alors c'est la dernière des 7 merveilles du monde. Bien sûr, on le connaît assez bien. Pourquoi? Parce que beaucoup d'objets l'ont représenté. Des pièces de monnaie, les vases de Begram, les mosaïques de Libye, mais surtout un texte médiéval d'Abul Haggag al-Andalusi qui l'a visité, qui nous le décrit avec beaucoup de détails, qui l'a mesuré et il nous donne les dimensions. C'est-à-dire quand on restitue le phare d'Alexandrie, on est quand même assez à l'aise. Mais aujourd'hui, on ne voit plus rien. Peut-être est-il sous le fort turc de Kayt Bey à l'entrée du port d'Alexandrie. C'est discuté par les archéologues. Certains disent que oui, d'autres qu'il n'y a pas de preuves. Bon, il y a quand même des chances que son soubassement soit là. Et évidemment, que disait l'inscription restituée, il a été créé par les dieux sauveurs. Donc, Ptolémée Ier s'appelle Sauter, le sauveur, pour le salut des navigateurs. C'était le point de repère des navigateurs. Alors, Alexandrie, ça nous prendrait du temps de parcourir cette immense ville, toute la voie canopique qui traversait toute la ville, le grand carrefour, le gymnase et tout un nombre d'édifices qui sont évoqués par les textes, dont on ne voit rien parce qu'ils sont sous la ville actuelle et très mal connus. Donc, il faut imaginer à quoi pouvaient ressembler les palais où se sont baladés Cléopâtre et autres rois hellénistiques. On ne peut imaginer ça qu'à partir de palais hellénistiques mieux connus. Alors ces palais, ceux-là sur le cap Lokias, il faut imaginer une succession de palais à cour, quelque chose de ce genre-là. Mais on est vraiment là peu renseigné. De la même manière, pour le cœur d'Alexandrie, tout le monde nous parle de la grande bibliothèque, du muséum, où les savants étaient entretenus aux frais de l'État. On ne peut que trouver la position éventuelle relative de ces choses-là, mais du point de vue archéologique, rien. Le théâtre lui-même, la colline de Brookhaven a été arasée, non, même la colline a disparu. Donc il n'y a rien du tout. On sait que la bibliothèque, elle devait se trouver pas loin du port, puisque quand le feu a été mis au port, la bibliothèque a brûlé. Donc, à l'époque de César, il y a eu la guerre d'Alexandrie, il y a eu tout un tas d'événements. Bon, par hypothèse, on ne la met pas trop loin, dans ce secteur. Puis le muséum, muséum et bibliothèque, évidemment, ça devait avoir un lien, puisque les savants qui étaient là, ils devaient avoir besoin de la bibliothèque. On sait qu'il y avait une forteresse ici, à Kra, en haut. Bon, tout ça, c'est une construction théorique, parce que sinon, on ne peut rien proposer. Rien proposer, c'est un petit peu contraire à mes convictions. Moi. Il vaut mieux proposer par hypothèse les choses en réfléchissant, parce qu'on s'en approche un peu, que de ne rien proposer. Parce que si on propose rien, on n'a rien. Ça veut dire qu'on n'a rien compris, rien. On n'a pas cherché à approcher au moins quelque chose. Alors il faut simplement dire, bon, c'est hypothétique, mais pas farfelu quand même, c'est quelque chose qui ressemble, au moins qui ressemble à ce qu'il y aurait peut-être. Alors pareil, là, si on veut rêver sur l'île d'Antirodos, alors là, on est avec une plus grande marge de liberté encore, on rêve quand Marc-Antoine et Cléopâtre vivaient ce qu'ils appelaient la vie inimitable, c'était un luxe absolument incroyable et tout. Voilà, il faut imaginer ce type de palais sur l'île d'Antirodos. Bon. Là, qu'est-ce qu'on connaît de ça par un autre archéologue? Il y a Jean-Yves Empereur qui a étudié le secteur du phare, un autre qui s'appelait donc Gaudiot, Franck Gaudiot, qui a fait des fouilles sous-marines et qui a déterminé le contour de cette île d'Antirodos. On connaît au moins le contour et les dimensions. Donc bon. Alors ce qu'on peut mieux connaître, c'est ça, le Sérapéum. Qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Deux choses qui sont curieuses. Le phare, l'hippodrome, vu par les descriptions de l'Égypte, les savants de Bonaparte qui l'ont relevé, décrit et tout ça, formidable, ils voyaient ça. Mais ils ne voyaient rien d'autre que la colonne qui est ici, qui est la colline du Sérapéum, du grand temple de Sérapis d'Alexandrie, qui n'était pas fouillé. Le jour où on a fouillé ça, que les archéologues ont vu ça, ceci avait disparu. C'est-à-dire que l'image nous restitue l'ensemble, nous recolle deux morceaux connus à deux périodes différentes de l'histoire. Ah, voilà le tombeau d'Alexandre. Alors si on veut imaginer à quoi il aurait pu ressembler, là, il faut se lâcher un peu sur dire il devait être grand, oui, probablement circulaire, on a vu pourquoi tout à l'heure. Et bon, allez, on se jette à l'eau. Alors on met ça, surtout ça, quand on n'est pas dans un livre scientifique trop pur et dur, on profite d'occasion, là c'est pour un jeu vidéo.
jeux vidéo de la société Ubisoft qui se passait à Alexandrie. Donc on a une marge de manœuvre plus grande pour dire je vais me lâcher un peu pour représenter les sites mal connus, mais sans faire tout à fait n'importe quoi. Alors du coup, voilà, on évoque un aspect pas trop farfelu du tombeau d'Alexandre avec les tombeaux des Ptolémées autour que Auguste n'a pas voulu voir. Enfin, pas Auguste, Octave encore à l'époque n'a pas voulu voir. Alors là, pour l'Égypte, on ne peut pas s'arrêter partout. Imaginez le tapis volant. Là. On n'a pas vu la première merveille du monde, qui serait la grande pyramide de Khéops. On n'a pas eu le temps. Il m'amène directement ici. Il ne fait pas n'importe quoi, là. Il m'amène à l'endroit où j'ai passé 11 ans de ma vie avec l'ami Robert Vernieux, ici présent, Marc Albouy, qui est venu un beau jour à Karnak. Je ne connaissais pas. Il me dit, qu'est-ce que vous avez d'intéressant dans l'activité du centre, etc. Et c'est là où on a dit il y aurait la restitution de l'architecture du temple progressive et l'assemblage des blocs d'Amenophis IV. Et voilà ce qui nous a liés. C'est pour ça que je voulais évoquer plutôt ce site-là qu'un autre. Mais là, Karnak est à la fin de son évolution. Hein. On est pratiquement à l'époque romaine. Alors bien sûr, comme la recherche scientifique évolue, depuis le temps, il y a eu mieux à dire sur ce secteur. Il y a une exposition au Louvre récente qui s'appelait Pharaon, donc Napata, donc la capitale des pharaons d'origine nubienne. Alors ça, on a mieux à dire, on a fait mieux pour ce secteur-là. Sinon, le reste, pour l'instant, tient la route. Si un jour on fouillait d'autres secteurs, on pourrait affiner certaines choses, mais quand même, on sait que les maisons des prêtres sont là, qu'on est parti, l'atelier de préparation des offrandes, c'est là. Et bon, on arrive à remplir tout ça de façon quand même assez crédible. Donc on a le temple d'Amon-Ré ici, le temple de Montou ici et le temple de Mout, la parèdre d'Amon. Alors ça, je l'ai fait tout à fait à la fin de mon séjour et Robert pourrait dire, avant qu'on ait fait ça, je crois qu'on ne s'était pas donné une image d'ensemble du temple. Pourtant, de grands chercheurs comme le professeur Paul Barguet et tout ça avaient fait des ouvrages remarquables dessus. Non, mais son dauphin, si je puis dire, Jean-Claude Goyon, qui était le directeur scientifique du centre, a été précieux parce qu'il a suivi. Il a admis qu'on s'intéresse à la restitution de Karnak et il a permis à toute une équipe d'égyptologues de réfléchir à la question. Marc Albouy arrive, formidable, voilà les premières images électroniques qui apparaissent. Et évidemment, ça a fait un scoop, ça a été très, très médiatisé et on a pu enfin se donner l'image, c'est-à-dire l'idée de cet ensemble extrêmement complexe. Alors le tapis volant, pas de problème pour changer d'époque, de lieu, de ça. C'est l'Orient quand même. Moi j'aimerais bien voir les jardins de Babylone, comme Henri Salvador l'a chanté. Allez, emmène-moi à Babylone. Il faut rêver, il faut être dans le rêve, parce que sur le plan archéologique, on est mal renseigné. Donc on essaye d'imaginer les beaux jardins de Babylone avec quand même leur aspect, c'est-à-dire des terrasses superposées avec des plantations extrêmement riches. Disons que la formule ressemblait à ça. Mais il faut un peu d'audace quand même pour se dire, pareil, je fais une image plutôt que rien. Comment imaginer la chose sinon? Pour nous d'abord, les chercheurs, au moins on sait de quoi on parle. Mais pour les non-spécialistes, pour l'ensemble du public, si on ne fait pas d'image, il n'a rien et il n'a pas les moyens d'imaginer de façon crédible les lieux. Alors en avant, voilà la tour de Babel. Voilà à quoi elle ressemblait, oui, à ça. À une ziggourate, donc, importante. Il y en a d'autres en Mésopotamie, à l'intérieur d'une enceinte, voilà. Bon, mais ça va, c'est crédible sur le plan archéologique. On est bien content de voir la tour de Babel. Et puis, bon, tapis volant, il n'y a pas de problème. Emmène-moi ailleurs. Il s'en fout, c'est lui qui guide, c'est pas moi. Alors en avant, il m'amène à Ispahan. Alors Ispahan, on est déjà au XVIIe siècle, mais voilà une des merveilles de l'Orient. Alors si on énumérait tous les monuments absolument fabuleux d'Ispahan, c'est extraordinaire. Sur le plan architectural, une mosquée des proportions magnifiques et puissantes. Il y a à la fois la puissance des compositions architecturales qui sont relativement simples, et puis une décoration somptueuse avec les céramiques vernissées et tout. Et puis l'art des jardins. Ispahan, c'est l'art des jardins. Alors, toute une série de jardins absolument extraordinaires. Le mot paradis vient de là, vient d'Iran. Le mot vient de là. Donc le paradis, nous, on s'est créé ce mot à partir du mot donc perse.
Donc voilà un peu la splendeur de cette ville, vraiment, de l'Orient. Et puis le petit génie, ben, ouais, il s'en fout, lui, il me mène par, c'est lui qui guide. Moi, je ne choisis pas. J'aurais aimé voir Bagdad, qui m'amène à la ville circulaire de Bagdad. Donc, j'aurais aimé qu'il m'amène à Damas des Omeyyades, à Samarra. On pourrait le faire d'ailleurs tout ça, mais jamais l'occasion ne s'en est produite. Mais on pourrait faire des images de ces sites-là. Mais voilà, à l'Orient, ben non, il ne m'a pas permis de tout voir. Il ne m'a pas emmené en Inde. Il y a des merveilles extraordinaires. D'autres sites de Chine et du Tibet, et puis Indonésie. Et tout. Bon, il ne m'a pas emmené, c'est lui qui guide, c'est pas moi. Alors finalement, voilà, il m'a fait aller jusqu'à Pékin. Voilà, Pékin au XVIIe siècle. Tout ça, c'était fait pour des revues, hein. À nouveau pour Le Point, donc évoquer Pékin à cette époque-là. Bon, on voit quand même au moins les différences par rapport à ce qu'on a vu, une ville bien ordonnée. Donc tout ça, pareil, tout est symbolique, tout a une raison d'être, hein, de cette manière-là. Mais au moins, on peut se mettre dans l'œil une vue d'ensemble. Et c'est important, puisque faute d'avoir une vue d'ensemble, on n'a pas l'idée globale de la chose, c'est très gênant. Une fois qu'on a ça, on peut après, au niveau du sol, rentrer vers un temple ou vers un lieu plus précis. Et comme on a compris comment il était dans l'ensemble, c'est plus intéressant. Alors, ce qui s'est produit, c'est que le temps passe. C'est-à-dire, vous voyez, on ne peut pas rester pendant des heures à voir tout ça. Et l'idée, c'était de revenir chez nous, de revenir à Tolosa, traversant les siècles, etc. Alors j'étais embêté parce que j'ai dit, ce petit djinn là, qui fait la loi, tout ça, c'est pas moi. J'ai pas vu tout l'Orient. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ce qui était sur ma route, pas grand-chose. J'ai énuméré au moins les grands espaces qui me manquent, etc. Et je lui dis, mais qui tu es, toi? Qui es-tu, toi? Tu es le hasard? Il ne me répond pas. Tu es la destinée? Il ne me répond pas. Et j'ai compris que dans tout ça, il n'y a qu'une seule voie, la recherche scientifique et la coopération internationale. Voilà ce qu'il a voulu que je comprenne, mais il ne me l'a pas dit. Merci.